Bonjour, je m'appelle Olivia Papini. J'ai 3 casquettes. Je suis tout d'abord la chef d'entreprise de la Méduse Violette, qui est une agence de storytelling et de design d'expérience à Angoulême. Je suis aussi enseignante et formatrice dans une dizaine d'écoles en France et au Japon. Et je suis et surtout créatrice d'univers virtuels et d'expériences immersives et interactives pour les ICC. Alors la Méduse Violette, alors déjà il y a une petite histoire, c'est que cette entreprise, j'ai commencé à y penser, à la rêver, j'avais 9 ans et j'ai toujours voulu créer une entité, une société qui permettait de donner un autre format aux histoires et pas juste des histoires à raconter, mais aussi des histoires à vivre. Et c'est grâce à certains voyages, stages quand j'étais plus jeune et des rencontres qui m'est venue l'idée de travailler et de donner vie à la Méduse Violette. La Méduse Violette, c'est une agence très particulière qui permet justement de travailler pour différents secteurs, donc la communication, mais aussi le marketing et bien évidemment les industries créatives et culturelles. Toujours autour d'un message, d'une histoire basée sur ce message et d'un format idéal au moyen de la technologie immersive. Et depuis maintenant 2 ans, nous travaillons aussi avec la brique IA. Mes succès passés, je vais d'abord faire un focus sur les projets que j'ai eu la chance de réaliser avec mes différents élèves. Donc avec les élèves du CNAM Toulon et le Paul Valéry à Montpellier en cours d'écriture virtuelle, nous avons gagné 2 prix, prix d'écriture virtuelle et prix de conception virtuelle en 2023 pour Mademoiselle Peach et Médecins sans frontières. Ensuite, un projet qui a été réalisé en 2022 avec mes élèves sur la création d'un métavers et notamment toute une expérience avec différentes applications réalité augmentée, virtuelle, avec le Japon et notamment autour de la Seigoku Road, qui est une route qui avait 500 ans, qui reliait Tokyo et Hiroshima, qui avait été détruite et bombardée pendant la Seconde Guerre. Ensuite, des projets plus en lien avec la Méduse. Donc, mon tout premier livre magique qui est devenu Carnet magique en 2023. Un premier projet qui a été réalisé dans un des plus beaux domaines en Provence, le domaine Sainte-Roseline, un des 5 grands crus classés de Provence, où je donnais vie à un de nos premiers contes dans les vignes au moyen de la réalité augmentée, un dispositif qui a été formaté autour d'une application. À l'époque, on travaillait avec Apple. Ensuite, l'appel à projet que nous avons gagné pour la ville de Nice autour du jeu vidéo, et nous avons décidé de travailler avec le musée d'histoire naturelle de Nice et de préparer aussi tout un concept pour le Forum des océans en 2025 avec toujours la métropole de Nice, et on aura aussi une possibilité de travailler, je crois, avec Monaco. Bien sûr, pour bien clôturer l'année 2023 et commencer l'année 2024, j'ai été sélectionnée par mes collègues d'Angoulême pour justement le programme Orange Femmes Entrepreneuses 2024, et j'en suis très très fière. Donc, je représente les couleurs des femmes entrepreneuses de la Nouvelle-Aquitaine. Les succès futurs, eh bien, ça va être la mise en place du centre de formation 4.0 qui est en train de voir le jour dans Fortnite. Donc nous avons décidé de mettre en place des formations pour les sociétés, des formations innovantes, différentes, qui permettent de renouveler l'expérience de l'apprentissage grâce au storytelling. Je crois sincèrement qu'on peut apprendre différemment aux gens toute leur vie. Et pour moi, le fait de pouvoir les emmener dans des univers où les univers ont tous les éléments de connaissance et leur faire vivre différemment cet apprentissage au moyen de parcours, de quêtes, et que ces parcours et ces quêtes soient fléchés au moyen de la méthode de la Méduse qui s'appelle Ideata, et qui permet au fur et à mesure de ces parcours de mieux se connaître, d'apprendre dans de meilleures conditions, mais aussi de collaborer et d'intégrer les notions d'intelligence collective, d'éco-conception et d'être ouvert aussi à la création avec l'IA. Tout ça ficelé dans un monde storytellé par la Méduse. C'est pour moi le projet futur, imminent, qui va bientôt sortir à partir de fin mai, début juin, qui est c'est vraiment la Méduse ultime de la Méduse Violette. Alors, comment je suis arrivée à l'IDEM? Bien, ça a commencé déjà l'année dernière.
à cette époque, j'étais vice-présidente du CNXR et on m'avait demandé une intervention de la Cité des Sciences pour parler des notions d'éducation, mais aussi de sécurité autour du métavers, parce que c'était un sujet qui était assez important pendant 2 ans, on va dire, pendant la période de Covid. Ça a été le sujet brûlant en France et dans le monde entier. Et j'ai rencontré Franck Verjux, en fait, qui était un intervenant et un des membres de l'équipe pédagogique de l'IDEM. Et en fait, notre vision de la pédagogie était assez similaire. Et à partir de là, on s'est suivi sur les réseaux sociaux. Il a vu les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit les écoles et les projets de la Méduse, et il a décidé de me faire intervenir auprès de l'équipe pédagogique. Et à partir de là, donc, on m'a fait cette proposition je dois dire au départ, je me suis posé des questions parce que je ne crée pas de documentaire ou on va dire de vidéos classiques VR 360. Quand je dis classique, attention, c'est que je peux faire certains projets notamment là, dans quelques jours, je pars à Bali pour faire un tournage VR 360, mais c'est vraiment... c'est pas tous les jours que ça m'arrive. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit en fait d'être présente et d'être là avec eux pour leur enseigner cette écriture. Et en fait, en échangeant avec l'équipe de l'IDEM, ils ont trouvé effectivement que mon point de vue et puis mon expérience et mon adaptabilité aussi étaient intéressantes. Et c'est là où je me suis dit que voilà, j'avais vraiment envie d'avoir cette expérience avec eux et de me lancer dans l'aventure et d'intégrer cette équipe. Et je dois dire que j'en suis assez contente. Dans les compétences qui pour moi sont vraiment importantes à intégrer et à acquérir, déjà c'est d'avoir confiance en soi. C'est que les élèves soient capables de définir calmement et posément le périmètre de tout projet que l'on va leur donner. C'est d'avoir la possibilité de travailler en équipe si ils ont l'impression que certaines choses ne leur sont pas accessibles, qu'ils puissent justement s'appuyer sur différents membres et de se constituer une équipe. Ensuite, de savoir que le point le plus important, bien sûr pour moi qui suis storyteller, le point le plus important, la compétence ultime, c'est de savoir écrire simplement au moyen d'une méthode apprise en cours, une histoire, et notamment une histoire à vivre, et de savoir la détailler, l'expliquer simplement pour soi-même et à une équipe, et bien sûr de savoir communiquer avec le client, parce qu'on peut avoir toutes les meilleures idées du monde, si on les garde dans sa tête, c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment de donner assez confiance aux élèves pour qu'ils aient confiance dans leurs livrables, dans leurs documents, dans leurs méthodes, dans leurs choix, et qu'ils s'appuient autant sur une méthode vue en cours que sur des documents qui sont aussi donnés en cours, et qu'ils osent aussi personnaliser ces documents à leur couleur, et qu'à la fin, ils soient capables de travailler seuls ou en équipe, comme si de rien n'était. Ce qui concerne ma pédagogie, en fait, elle est très particulière. J'essaye vraiment de mettre ma classe en confiance. C'est-à-dire que j'essaye de les connaître, de connaître leurs projets, de connaître aussi leurs peurs, en fait. Parce que j'ai toujours les mêmes outils, mais de les amener différemment, à un timing différent. Plutôt que de faire partir sur des ateliers individuels, de faire plus du collectif, c'est effectivement les personnes ne se sentent pas encore tout à fait à l'aise pour travailler seules. Donc c'est vraiment du cas par cas. J'essaie vraiment, je suis en mode empathique, comme quand je fais du design thinking pour mes projets. Je m'appuie vraiment sur ma sensibilité et sur la connaissance de mes élèves, de mes stagiaires, comme pour mon équipe en fait. Mes élèves sont mon équipe. C'est comme ça que je le vois, que je le perçois. Et ainsi, c'est plus facile de transmettre les nutriments, les connaissances, les compétences, mais aussi la confiance. Donc c'est vraiment comme ça que je veux continuer à travailler. J'entends souvent cette question de la part de mes élèves autour de l'impact de l'IA dans la création pour les industries créatives et culturelles, et aussi cette question autour de leur futur, de leur avenir avec cet acteur qui prend de plus en plus de place effectivement dans la création et dans le monde de l'entreprise. Mon avis, en fait, il est tout à fait bienveillant, dans le sens où pour moi, l'IA, qui est un outil que mon équipe à l'intérieur de la Méduse déjà utilise depuis maintenant quelques années aussi, parce que l'IA, ça fait quand même des années qu'elle est là, à ce niveau
dans les process de création, de réalisation depuis moins d'1 an. Non, effectivement, c'est depuis quelque temps qu'il y a une accélération de sa présence et dans la communication actuelle au niveau des entreprises. Moi, j'utilise l'IA pour tout, en fait. C'est-à-dire que ça me permet simplement déjà de gagner du temps. Donc, c'est un outil que j'intègre dans mon processus créatif. C'est un outil que j'utilise dans mon processus de réalisation, là où effectivement, je pense qu'elle est utile parce que ce temps est plus précieux ailleurs. Je l'utilise aussi par challenge parce que je trouve que c'est intéressant au fur et à mesure de l'amélioration de mes compétences de travail, d'acquisition, de réalisation, de l'intégrer sans peur, dans le sens où, encore une fois, elle est au service de l'homme et je ne me sens pas du tout en concurrence avec un assistant virtuel, par exemple. Donc, je pense qu'au contraire, c'est un outil, c'est une nouvelle méthode de travail qui va permettre aux gens de gagner en productivité, de se sentir plus à l'aise sur des choses qu'ils ne géraient moins et de trouver peut-être et sûrement plus facilement leur place en fait. Donc pour moi, ce serait une brique à intégrer dans toutes les écoles et le plus tôt possible. Parce que de toute façon, les jeunes se sont appropriés l'IA. Je vois qu'en cours, mes élèves, que ce soit en termes de rapports, de sites web, d'applications, de projets, d'images, ils l'utilisent. Donc je trouverais vraiment dommage que nous, les adultes, les personnes matures et responsables, soyons juste les dragons de toute façon d'une mouvance, d'un nouveau comportement qui de toute façon ne va faire que s'accélérer. Donc quand on regarde le rapport du CNC sur l'impact de l'IA, qui est assez intéressant je dois dire, sur les métiers d'avenir et du futur, pour nous, chefs d'entreprise, enseignants et pour les parents, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en considération et déjà que chacun sache exactement ce que c'est avant de critiquer. Alors, ma perspective pour le futur, je suis assez très curieuse de voir effectivement tout ce que ça va donner, dans le sens où de pouvoir permettre à des futurs créateurs d'univers, parce que pour moi, créer, que ce soit une application, un dispositif, un escape game, un site, de créer une scénographie pour un théâtre, un mapping interactif avec de l'IA pour un lieu culturel, avec des sujets qui peuvent être autant sur l'éducation, la sensibilisation à notre environnement ou tout simplement la création pure. Je me dis vraiment que dans les mois et les années qui viennent, ces métiers innovants, ces compétences du futur vont être assez hallucinantes. Je pense vraiment qu'on va permettre à l'humain, on va dire le pénaliser parce qu'il ne sera peut-être pas totalement capable de tout gérer de A à Z de la boîte à outils du créateur d'univers. Avec les nouveaux outils qu'on va lui donner à disposition, notamment l'IA, il va pouvoir justement se surpasser et s'appuyer sur les briques qui lui sont les plus personnelles et les briques où il se sent le plus légitime et que les autres briques avec l'IA vont lui permettre de compenser. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez positif. Il faut bien sûr cadrer tout ça. Il faut faire en sorte que notre gouvernement, que l'Europe quand même suit et cadre tout ça pour que ceux qui créent avec de l'IA et certaines technologies et ceux qui créent avec plutôt des compétences dites humaines soit reconnu, qu'il y ait vraiment une reconnaissance de chaque diplôme, de chaque nouvelle compétence et des agents virtuels qui seront derrière. Mais je suis assez positive. Il est vrai que pour moi, la réalisation numérique responsable, l'éco-conception et puis la création numérique et l'implication des nouvelles technologies, tout ça peut très bien vivre ensemble. Il faut simplement, dès le départ, être simplement au courant, sensible et désireux de créer quelque chose qui soit respectueux de l'environnement et notamment de nos ressources. On le sait, dans une vingtaine d'années, nous n'aurons plus les mêmes capacités de création, on n'a plus les minerais, on n'a plus la terre a ses limites en termes de ressources. Donc il va falloir justement créer des choses à bon escient. Et je pense qu'au cœur même, en amont de la création numérique, effectivement, le fait de sensibiliser à son environnement, le vivant, ensuite de bien encadrer autour, pour moi, du storytelling, c'est-à-dire que quand on crée, on met un message en place. Ce message, en fait, on n'a pas besoin il faut revenir à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de surconsommer en termes d'assets,
de textes, de choses et d'autres, je pense qu'on peut mettre en place des concepts autour du storytelling et de l'éco-conception et des règles d'application, et notamment de choix de serveurs, de data center et ce genre de choses. Donc si on donne dans la méthode de conception et de réalisation ces éléments au sein des écoles, mais aussi qu'on fait suivre et qu'on fait valider par un suivi label, ces règles d'empreinte carbone et de conception responsable et solidaire, hein, tout simplement. Je pense que vraiment, ça peut être une période extrêmement intéressante et peut-être même enrichissante humainement, parce que jusqu'à présent, on consommait pour soi, pour se montrer, pour être un maximum visible, alors que là, on va consommer de façon intelligente et raisonnée pour que le message essentiel passe sans pour autant en faire des caisses. Je pense que le challenge, il va être intéressant. Alors mon premier vœu, c'est que les nouvelles générations, il y en aurait même deux en fait. Déjà, qu'ils aient plus confiance en eux et qu'ils se préoccupent un peu plus des autres et notamment de ce qui les entoure avec la planète. Ce serait génial de se déécocentrer, on va dire, et d'arriver justement à créer pour qu'on ressente tous ensemble des choses ensemble et sans pour autant donc se centraliser l'effet enfant bulle en fait, même si j'en suis une, hein, je suis cette génération où je passe plus de temps dans mes créations, dans ma bulle, parce que c'est confortable. Je pense que si la technologie, l'apport de certains formats d'univers créatifs, immersifs, futurs, permet et peut permettre de regarder différemment son environnement et de comprendre qu'effectivement on a un véritable impact, un impact sociétal, un impact environnemental, mais aussi un impact humain et un impact sur le vivant, ce serait quelque chose de génial. Le mot de la fin, ce serait ayez confiance en vous, soyez bienveillants. Si vous n'êtes pas capable de tout faire, donc appuyez-vous soit sur des membres d'équipe, soit sur des outils et peut-être même certaines technologies comme l'IA pour vous aider à atteindre vos objectifs, vos rêves. Ne lâchez jamais vos rêves et surtout, soyez généreux.